C'est l'histoire d'une porte fermée. Pour nous, elle s'est ouverte une seule fois. C'était il y a tout juste un an. Allô, Salut, bonjour Ruben. L'accueil était chaleureux et le ton convivial. Tout le monde est le bienvenu ici. La porte ouverte, c'est notre slogan. Les gens sont accueillis comme ils sont, ils ne doivent répondre à aucune question. On a visité l'envers du décor de ce restaurant social. On a rencontré des bénévoles convaincus au service des pauvres. Nous cuisinons pour eux, nous nettoyons, nous parlons et nous vivons avec eux. Le responsable nous a présenté une philosophie noble. Je pense que la sobriété et la simplicité mènent à l'authenticité. Mais quand on a parlé argent, le ton a brusquement changé. Mais Poverello est une organisation très riche, c'est juste? La première chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Et donc, arrêtez de filmer. Depuis, les responsables nous fouillent. Sur notre route, on a croisé des bénévoles indignés. Tout comme les pauvres, les bénévoles sont également trompés. C'est une histoire à plusieurs millions d'euros inutilisés pour les pauvres. Je suis gênée, je suis vraiment gênée. Et ça nous met en colère. C'est une enquête collaborative. Elle nous a menés jusqu'à l'Église catholique belge et ses plus hautes sphères. On n'emploie pas un euro des pauvres, pas un euro. Nous avons découvert une autre histoire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir le bâtiment. Encore plus sombre. Ils nous ont fait travailler des années comme des ânes. C'est de l'exploitation. Mais à chaque fois, la culture du secret. Ce sont des accusations graves, vous devriez pouvoir en répondre dans une interview en bonne et due forme. Durant plusieurs mois, nous avons suivi la trace de l'argent des pauvres. Les Marolles, un des quartiers les plus populaires de Bruxelles. La pauvreté a toujours fait partie du décor. Ici, de nombreuses associations viennent en aide aux plus démunis. Parmi elles, le Poverello, littéralement le petit pauvre. C'était le surnom de Saint François d'Assise. Ce lieu existe depuis la fin des années 70. Son fondateur, Jan Vermeer. On veut pas un motif. Non, je ne veux pas te priver. Non, je t'en prie, je te donne de bon cœur. Un médecin engagé, fervent catholique, qui a décidé de vivre aux côtés des pauvres, de leur offrir une nourriture décente et un lieu d'accueil. On fait certainement quelque chose pour eux, mais je crois qu'on ne fait pas encore assez, en tout cas. Au fil des ans, cette ASBL s'est construit une excellente réputation. Le Poverello est devenu une institution dans le quartier. Bien après la mort du fondateur, deux jeunes s'y sont engagés spontanément comme bénévoles. Marik et Ruben Bruniera, frères et sœurs, l'une est philosophe de formation, l'autre journaliste. Tout était un peu abîmé. Mais pour moi, ça avait un certain charme. Je pensais, oui, Poverello est une organisation très pauvre, ils n'ont aucun moyen, mais avec ce peu de moyens, ils essayaient quand même de faire le maximum pour donner aux plus pauvres de la société. Et je me souviens encore du petit mot sur la machine à café. N'utilisez pas plus de 2 cuillères de café et coupez le reste avec de la chicorée. Et à l'époque, les gens se plaignaient de la qualité du café. Et j'ai demandé à mon collègue, ce n'est pas possible. Poverello est-elle tellement pauvre qu'elle n'est pas capable de fournir plus de café aux gens? Et mon collègue a rigolé et m'a dit, tu crois que Poverello est vraiment une organisation pauvre? Non, pas du tout. Ils sont terriblement riches. Ils ont des millions sur leur compte en banque. Quand j'ai vu qu'il y avait 20 millions en banque, toute l'image de Poverello s'est effondrée. D'un coup, je me suis dit, que faisons-nous ici comme bénévoles? Apparemment, il y a plein d'argent, mais on ne fait rien avec. Donc, on sert les intérêts de qui? Est-on vraiment ici pour aider les pauvres? Ou est-ce qu'on est devenu une sorte de couverture pour un tout autre système? Cette expérience personnelle est devenue le point de départ d'une enquête.
Ils ont troqué leur casquette de bénévole contre celle de journaliste, car Poverello est bien plus grand qu'on ne le pense. C'est une quinzaine d'antennes réparties en Flandre, à Bruxelles, mais aussi un peu en Wallonie. Cette ASBL prépare tous les jours 800 repas pour des pauvres. Poverello, c'est surtout 21 millions d'euros d'actifs, ou si vous préférez des ressources. C'est plus qu'ATD Carmonde, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, les Restos du Cœur, l'Armée du Salut et le SAMU social réunis. Sur les 15 dernières années, Poverello a réalisé un bénéfice moyen de 870 000 euros par an. Dans le secteur, c'est la championne toute catégorie. Quelle est l'ampleur de sa richesse et à quoi sert-elle? Pour répondre à ces questions, Maric et Ruben Bruniera ont uni leurs forces à 3 autres journalistes. Ces visages, vous allez les voir tout au long de cette enquête collaborative. Donc ils ont de l'immobilier, quoi. Ouais. Beaucoup. On s'est d'abord intéressé à leur propriété. Tout est dans les documents du cadastre. Et donc au total, en tenant compte des autres ASBL satellites, on arrive à 237 parcelles, c'est ça? C'est énorme, oui, et étrangement beaucoup en Wallonie. Et beaucoup en Wallonie, oui. Donc dans la région de Daverdis, Banneux. À Daverdis même, il y a 120 parcelles. 120. Si je sors de Daverdis, ils continuent à investir et à acheter des biens ailleurs en Belgique, quoi. Oui. Ouais, et surtout les biens de l'église. Ils ont des immeubles partout en Belgique. Bruxelles, Anvers, Saint-Gilles, Banneux, Tielt, Kortrijk, René, Stulver-Kappelen, Bruges, Ostende, Zottegem. On a décidé d'aller sur le terrain. On a pris la route, en Wallonie et en Flandre, pour aller voir de plus près. Car Poverello est une véritable machine à dons. Certaines années, elle reçoit plus d'1,5 million d'euros. C'est de là qu'elle tire ses bénéfices. Des congrégations religieuses ou des particuliers leur lèguent parfois tout. Ça peut être des petites maisons à Vielsalm. Ici, je sais que c'est une ASBL. Ça, j'en suis sûre et certaine. Ou un grand complexe à Banneux. Voire un cloître à Zottegem. Mais l'ASBL achète aussi. En 2020, elle a investi 1 400 000 euros dans une église et un ancien monastère, plus de 10 000 mètres carrés, en plein centre de Courtrai. À Daverdis, on a trouvé des terres agricoles, des terrains à bâtir, un centre de vacances et un centre équestre. Au total, 43 hectares dans la région qui appartiennent à Poverello. En Flandre aussi, elle possède son manège près de Tielt. Elle a déboursé 600 000 euros pour l'acquérir. Et déjà, nous sommes confrontés à la loi du silence. Il y a combien de chevaux ici? Pas de commentaires. Pas de commentaires, rien. Comment? La porte ouverte de Poverello est fermée? Seulement pour certaines choses. Pour les journalistes, c'est fermé. Pour les journalistes, fermé. Une spécialiste a analysé tous ces biens. Véronique Jacques est expert immobilier. Ce qui saute aux yeux, c'est la grande diversité des propriétés. On a des immeubles, appartements, clairement à caractère bourgeois. Ici, on est à Oderghem. Ici, on est à Courtrai. On lui a demandé d'estimer un chiffre, la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier de Poverello. Est-ce qu'on peut parler d'une association très riche? Je pense, j'ai estimé en gros que les biens de Poverello et d'ASBL Satellite que vous m'avez présentés représentaient une enveloppe donc, de 48 à 53 millions, en gros. Donc il me semble que ça s'appelle riche. Est-ce qu'on peut estimer à la grosse louche le nombre de personnes que l'association pourrait loger? Oui, alors ça dépend ce qu'on entend par logement, évidemment. Mais j'ai pris plusieurs bases de calcul. Soit on loge quelqu'un dans un studio où il est tout à fait indépendant, avec sa petite cuisine, sa salle de bain, etc. Soit on donne aux gens des chambres avec des salles d'eau communes, cuisine commune, salle à manger, séjour commun. Quelle que soit l'approche, j'ai calculé qu'on pourrait loger dans l'ensemble de ces bâtiments entre 2000 et 2500 personnes. 2000 personnes, c'est 20 fois plus que la petite centaine de pauvres hébergés par la ASBL. Évidemment, c'est un calcul théorique qui demanderait des aménagements et une mise aux normes. Mais ça montre une tendance. Les bâtiments de Poverello sont sous-utilisés, comme ici dans le cloître de Zottegem. Un bénévole nous a envoyé ces images.
Une dizaine de personnes occupent le bâtiment, mais la grande majorité des 70 chambres sont complètement vides. Vu qu'il y a beaucoup de place, on s'est demandé s'il était facile d'en obtenir une. On revient sur la porte d'entrée du Poverello. Un comédien va la franchir. Il se fait passer pour un sans-abri. Il n'a nulle part où aller. Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche à me loger. Ah oui. Mais le responsable va venir. Prenez une chaise. Hein, c'est gentil, merci monsieur. L'accueil est chaleureux. On lui donne même un bol de soupe. En attendant le responsable, on s'est souvenu des slogans du Poverello. Poverello n'est pas un service social. Tu ne dois pas dire qui tu es, ou combien d'argent tu as dans ta poche, ou ce que tu as fait dans le passé. Donc j'aurais besoin seulement de la carte d'identité, j'aurais besoin du nom, alors j'aurais besoin de la date de naissance. Ça va? Vous avez des revenus? Non. Non, rien. Donc pas de chômage, rien pour le moment. Non, plus rien. Plus rien pour le moment, je cherche. Parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas payer normalement, c'est... Normalement c'est payant. C'est payant? C'est payant, c'est ouais. 10 € l'heure par jour, donc c'est 300 € par mois. Par mois, ouais. Oui. Premier renseignement, pour accéder au Poverello, il faut payer. Nous arrêtons l'expérience ici. Merci. Au revoir. J'espère qu'il y aura... Merci. Merci. Mais à quoi les pauvres ont-ils droit? Pour le savoir, on va cette fois infiltrer un candidat bénévole. Pendant plusieurs jours, il va préparer les repas, les servir, faire la plonge, balayer. Mais il va surtout passer du temps avec des bénévoles. Sans bénévoles, ça marche pas. Ouais. S'il n'y a pas de bénévoles, comment est-ce qu'ils font? Ouais. De gérer, c'est impossible. Au moment de son infiltration, l'accueil de jour est fermé. Seuls les résidents internes occupent les lieux. Pour 300 €, ils ont droit à 3 repas par jour. Et donc les fruits, ils viennent d'où? Il y a une banque, je pense, qui donne. Okay. C'est pour ça que des fois la date limite est déjà dépassée. Mais... C'est pas grave ça si c'est dépassé? Non, on regarde si c'est encore bon. Et des fois il faut juger si on prend le risque ou non. Et vous prenez le risque parfois? Ouais. La nourriture, ce sont donc des dons, et elle est préparée par des bénévoles. Ça ne coûte donc pas grand-chose à Poverello. Pour 300 €, les résidents ont accès à une salle de douche un peu délabrée. Et leur chambre est un dortoir commun. Ici, 8 personnes dans une seule pièce. Mais au détour d'une conversation, on s'est rendu compte qu'il y avait des tarifs plus élevés. Là, il paye, hein. Ok. 450 € par mois, il paye. 450 €? 450 €, c'est le prix pour une chambre individuelle. Notre infiltré a pu les voir de plus près. Ça c'est quoi? C'est des chambres? Chambre des personnes, oui. Et donc c'est des gens, ils dorment ici? Oui. Elles ne font que 7 mètres carrés. Quelques rares résidents ont une chambre gratuite, mais la grande majorité touche un revenu d'intégration et doivent payer. C'est quand même cher, non? C'était gratuit. C'est pas bien non plus pour eux. Ils ont 800 €. Ouais. Donc si on ne demande pas 400, les 800 vont tous à l'alcool. Des chambres de 7 mètres carrés pour 450 € par mois. Cette pratique est-elle courante? Dans les Marolles, on va pousser la porte d'une autre association qui lutte contre la pauvreté. Et sa politique de prix est différente. Elles sont plus petites, vraiment plus petites que nos studios à 250 €. Je pense que nos studios sont environ 2 fois plus grands. Donc je crois, surtout si vous me dites qu'ils ont les moyens, qu'ils pourraient baisser drastiquement leur prix. Donc je me demande pourquoi les gens doivent payer autant pour un espace si petit. Quelle est la vision derrière tout ça? C'est petit et cher. L'argent de Poverello est-il vraiment utilisé pour les pauvres? Il y a des endroits qui nous ont intrigués, comme ce manège à Daverdis. Chaque année, Poverello y organise des stages d'équitation. Mais sont-ils destinés aux enfants pauvres? Pour le savoir, on est allé sur place au beau milieu du mois d'août. On a fait une petite randonnée sur la voie publique un vendredi. C'est le dernier jour de stage, les parents viennent rechercher leurs enfants
et on a vu le balai des voitures. Des voitures qui, à l'état neuf, ont des prix d'achat assez élevés. Comme cette Land Rover, environ 50 000 €. Il y a donc aussi des enfants de milieux plus aisés. Mais y a-t-il des enfants pauvres? On a creusé la question un peu plus loin. Et on a eu de la chance. On a rencontré Léon Van Buiten. C'est une région magnifique. Splendide, hein? Je suis au paradis. Hein? Léon, c'est le gardien du manège. Et il a accepté de nous recevoir. 15 ans déjà qu'il est là, à s'occuper des chevaux. Donc ce sont les chevaux que les enfants les plus pauvres de Belgique montent lors de stages. Les plus pauvres, ça je ne crois pas. Hein? Ce sont des enfants. Au début, peut-être, il y avait des pauvres, mais maintenant il y a des gens qui ont 5-6 chevaux à la maison. Et ils profitent d'un stage à prix cassé. Oui. Alors qu'ils devraient peut-être payer plus cher, justement. Je suppose que oui, hein, mais là aussi, on a dit un prix pour tout le monde, hein, c'est tout simple. Hein. Oui. Au manège de Poverello, il n'y aurait donc pas ou plus d'enfants pauvres. Au fil de la rencontre, Léon Van Buiten va nous faire d'autres confidences, notamment sur le patron de Poverello, Johan Van Eetvelt. Johan Van Eetvelt, depuis que Jean Vermeer est mort, il y a 23 ans, il a très bien digéré ça, hein, qu'il a très bien fait fructifier. Oui. Quand moi je lui demande quelque chose ici, c'est toujours non. Donc si je dis, tu vois, on devrait faire ça, ça coûte ci, ça coûte là, non, pas pour le moment. Donc, qu'est-ce que vous lui demandez, par exemple, qui serait nécessaire? De faire des nouveaux box pour acheter des poteaux, pour faire les pâtures. Donc il y a toujours des frais hein, avec une entreprise pareille. Hein. Et il dit toujours non. Oui. Il y aurait chez Poverello une volonté de serrer les cordons de la bourse. Si tu donnes à vous et à vous, ça va vite être fini. Et alors la SBL ne va plus vivre. Elle fonctionne déjà rien qu'avec des bénévoles. Donc elle ne paye personne. Donc elle pourrait dépenser cet argent pour essayer de soulager la pauvreté. C'est un peu l'idée d'un journaliste, hein? Oui. Mais il y a non, oui. Ce ne serait pas l'idée d'un catholique? Je ne sais pas. Qu'en penserait Saint François d'Assise? Ah oui, il a tout donné, hein. Non, je suis bien ici, vous l'avez dit, je suis au paradis et j'y reste. Et fini. Sur notre route, d'autres portes se sont ouvertes. Louvain est une des 15 antennes de la SBL. Pour la première fois, nous entrons en contact avec les clients du Poverello. Ici, tu as le fromage, le pain, la soupe, des repas chauds. Il y a tout pour 1 €. C'est comme ça, et ces gens sont vraiment chaleureux. C'est super, vraiment. Ces gens m'ont donné tellement de vêtements qu'aujourd'hui, je peux même venir en costume. Moi, j'ai déjà fait de la prison et quand tu sors, tu n'as rien. Donc c'est bien qu'un endroit comme ça existe. L'équipe de Louvain, c'est une quarantaine de bénévoles qui préparent tous les jours sans repas. On a rencontré des personnes convaincues par le bien fondé de l'association. Je voyais que la pauvreté augmentait énormément à Louvain. Je me suis dit que j'avais les capacités pour faire quelque chose, donc je travaille 12 à 13 heures par jour. Karine van der Hulst est la responsable de l'antenne locale. Elle nous a permis de filmer sans l'autorisation de sa hiérarchie, car elle veut nous montrer la réalité de son restaurant social. Cette pièce, c'est notre réserve alimentaire. Vous voyez, c'est du simple vitrage. Vous voyez le froid ou la chaleur qui entre à l'intérieur. Il pleut aussi à l'intérieur, c'est très mal isolé. Si ça arrivait chez vous, vous allez essayer de réparer ça. Évidemment, si vous en avez les moyens. Mais Poverello a des moyens financiers. Des moyens,
qui ne sont pas investis au bon endroit. C'est le sentiment partagé par ces deux bénévoles. Je travaille ici en hiver avec 2 vestes derrière mon bureau car tout est en simple vitrage et qu'à l'intérieur il pleut. Et quand vous voyez qu'il y a 20 millions de capital sur le compte et que pendant 6 ans on a dû s'agenouiller pour faire rénover notre toit où il pleut à l'intérieur, dans la salle, même dans la cuisine, sur les installations électriques, et quand vous voyez qu'aucune fenêtre n'a été renouvelée, ça me dépasse complètement. Autant de capital, pourquoi ne peut-on pas l'utiliser pour le but d'origine de Poverello? J'ai l'impression que le financier avec l'objet social sont très éloignés l'un de l'autre. Et que parfois, on vous montre du doigt en disant « tais-toi ». Régulièrement, le compte en banque de l'antenne de Louvain est ponctionné par la maison mère de Bruxelles. 2 extraits le prouvent, avec des montants de 40 000 et 30 000 euros, avec pour seule mention « Zomar », littéralement comme ça. On n'a aucune communication et on ne peut pas demander pour quelle raison. Il ne nous donne aucune explication. Ce n'est quand même pas le but de faire autant de bénéfices. Allez, combien de personnes versent de l'argent toutes les semaines, tous les mois? Des petits montants, mais ils continuent à le faire avec cette idée. Ah oui, Poverello n'a pas beaucoup d'argent, on doit les soutenir. Je n'ose pas leur dire, je suis gênée, je suis vraiment gênée. À Courtrai, l'achat d'un ancien monastère représentait un espoir pour les bénévoles, celui de faire beaucoup plus pour les pauvres. Car cette propriété s'étend sur plus d'1 hectare. Mais d'entrée de jeu, les déclarations des dirigeants de Poverello sont étonnantes. Il faudra peut-être veiller à ce que la grandeur du bâtiment ne nous tente pas trop de nous perdre dans de grands projets et idées rêvées. Résultat, aujourd'hui, seulement 45 personnes viennent y manger tous les jours. C'est moitié moins que leur ancien restaurant social, alors qu'il y a 7 fois plus de place. Ici aussi, les bénévoles se sont posés de sérieuses questions sur la gestion. Certains ont provoqué une réunion. Ils voulaient rencontrer le président, Johan van Etvelt. Le rendez-vous a été fixé, mais Johan n'était pas là. Il y avait ces 2 hommes du conseil d'administration qui nous ont dit que nous ne partagions pas la vision de Poverello et directement 4 personnes ont été virées. On nous a dit clairement que pendant 2 ans, nous ne pouvions plus entrer dans aucun site de Poverello et qu'on ne pouvait plus prendre contact avec eux, qu'ils ne voulaient plus entendre parler de nous. Annemie a échappé à l'exclusion du Poverello, mais pas le père Eric. Aujourd'hui, cet ancien missionnaire au Congo est en colère. Vous avez vécu dans une dictature? Oui, mais jamais dans une dictature aussi sévère qu'ici. On ne nous a jamais interdit de parler avec les opposants de Mobutu. C'était une dictature très sérieuse. Mais on ne nous a jamais dit « vous ne pouvez pas parler avec des opposants ». On se sentait beaucoup plus libre qu'aujourd'hui avec Poverello. Vous avez l'impression d'avoir été utilisé? Trompé. Tout comme les pauvres, les bénévoles sont aussi trompés. Et si vous regardez les comptes au cours des dernières années, ça continue d'augmenter alors qu'ils sont déjà tellement hauts. Pourquoi ça doit être si élevé? C'est donné par les gens pour être dépensé pour les pauvres. Utilisez-le pour ça. Point. Je n'ai rien d'autre à dire. Où va l'argent? Un site web mal protégé nous a donné quelques indices. Des documents de la comptabilité interne sont en libre accès. Dans l'onglet Télécom, on voit l'ensemble des numéros facturés à Poverello. Dans la liste,
Une dizaine de personnes avec pour seul nom la lettre S. La même première lettre que celle du trésorier. Ce sont des frères, des neveux, des belles-sœurs. Certains de ces numéros servent pour des annonces immobilières. Et nous avons vérifié, ces personnes n'ont rien à voir avec Poverello. Ja, hallo. Ben ik bij Poverello Antwerpen? Nee, dat is mijn privénummer. Nee, ik ben niet bij Poverello Antwerpen. Ik denk dat u mijn broer moet hebben. Maar u bent niet betrokken bij Poverello? Mijn grootvader is actief geweest bij Poverello, maar ik ben er zelf niet echt actief. Maar u heeft zelf niks met Poverello te maken? Nee. Ik werk er niet, Nee, oké. U bent zelf niet verbonden aan Poverello? Nee. Ah, nee, oké. A-t-on utilisé l'argent des pauvres pour payer ses abonnements? Le trésorier a refusé nos demandes d'interview. L'homme aime la discrétion. Devant chez lui, 5 caméras de surveillance. Nous allons tenter d'obtenir des réponses en caméra discrète. Bonjour monsieur, désolé de venir ici, mais nous avons des questions très importantes auxquelles nous n'avons pas de réponse. Je suis Ruben, le journaliste qui travaille sur Poverello. Je ne peux pas vous aider. Oui, mais nous voulons savoir, car il s'agit d'argent destiné aux pauvres. Ça n'a pas d'importance, pas besoin de vous parler. Une dizaine de personnes de votre famille téléphonent aux frais de Poverello. Nous voudrions savoir pourquoi. Fin d'histoire. On gère à notre façon. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. De nouveau une porte fermée. Nous contactons les membres de la famille du trésorier. Plusieurs nient avoir leur facture de GSM payée par Poverello. Dat was niet betaald door Poverello. Dat was door mezelf betaald. U bent een journalist, ik spreek niet graag met journalisten. Ik heb graag dat u iedereen gerust laat. Is dat duidelijk? En suivant la trace de l'argent, nous faisons d'autres découvertes. Nous avons la preuve que plusieurs millions d'euros n'ont pas été utilisés pour les pauvres pendant une très longue période. Ça, nous l'avons trouvé dans les comptes annuels de Poverello. Un expert les passe en revue et il y a trouvé quelque chose de très étrange. Là, nous sommes dans l'actif, donc le patrimoine de Poverello. On est dans l'année 2009 et dans ce patrimoine, on a des placements de trésorerie de 8,3 millions et des liquidités, donc ce qu'on a en cash sur des comptes en banque, de 420 000. Donc ça, c'est de l'argent en banque? C'est de l'argent en banque ou dans des placements, mais de l'argent disponible à court terme en tout cas. Et ce montant-là a disparu l'année suivante? Alors on passe en 2010, dans les comptes 2010, donc les comptes de l'année suivante. Quand on publie les comptes 2010, on doit publier les comptes de l'année précédente, c'est-à-dire 2009. Et quand on voit les comptes de 2009, où on devrait retrouver ce qu'on avait en 2009, les 8,7 millions de trésorerie, ces 8,7 millions ont disparu. On a un nouveau poste qui apparaît, qui est de 10,4 millions et qui est les autres créances. Donc créance, c'est de l'argent qui est sorti de la SBL? C'est de l'argent que quelqu'un nous doit. Entre 2010 et 2019, la créance est passée de 10 à 14 millions d'euros. 9 ans pendant lesquels l'argent n'a pas été investi pour les pauvres. C'est 2/3 de leurs ressources. Donc c'est comme si cet argent avait disparu. C'est quoi? C'est une volonté de dissimuler, de cacher certaines choses? Ça, je n'en sais rien, il faudrait le demander aux responsables. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait. On s'est fait passer pour un donateur potentiel et on a appelé le comptable pour en savoir plus sur cette étrange créance. Dat is historisch altijd zo gepresenteerd geweest, maar dat zijn eigenlijk beleggingen bij de bank. Normaal moet dat in geldbeleggingen gerapporteerd staan in een gepubliceerde jaarrekening. Maar wij rapporteren dat historisch altijd in een vordering. In feite is een geldbelegging een vordering op de bank. Donc ici, quelle est votre analyse? Mon analyse, c'est que le droit comptable ne permet pas ça. Si ce sont des liquidités, que ce soit des placements de trésorerie ou des valeurs disponibles, eh bien, ça doit être classé sous la rubrique ad hoc, c'est-à-dire placement de trésorerie ou valeurs disponibles. Donc si l'explication du comptable est vraie, on est dans le cadre d'une infraction au droit comptable? Exact. Exact. Une infraction au droit comptable. Ça méritait bien des questions, mais cette fois de journalistes. Le comptable a lui aussi refusé notre demande d'interview. On a fait le pied de grue devant l'entrée de service du Poverello. Le comptable y passe tous ses mardis. Mais on ne l'a pas vu venir. En fait, il était déjà à l'intérieur.
Alors on a décidé d'y aller au culot. On va lui offrir un cadeau. Au rayon librairie, il y a du choix. B.A.B.A. de comptabilité. Législation comptable. Mais j'hésite quand même avec la comptabilité analytique pour les nuls. Bonne journée. Finalement, on a pris le B.A.B.A. de comptabilité et on a sonné à la porte du Poverello. Oui, bonjour, j'ai un cadeau à remettre en main propre à monsieur. Monsieur. Bonjour. David Leloup, j'ai un cadeau pour vous. Bon, comment vous dire? Il n'a pas voulu de notre cadeau. J'ai un cadeau pour vous. Et surtout de notre caméra. Journaliste, pour le vif, pour la RTBF. Finalement, il nous a recontactés plus tard par téléphone. De jaarrekening is gepubliceerd geweest met de geldbeleggingen op hogere vorderingen op vraag van de Raad van Bestuur. Dus het is de Raad van Bestuur die dat zo beslist heeft om dat zo te doen. En dat is altijd zo gebeurd tot 2019. Ce comptable est un externe. Il va nous mener jusqu'à l'Église catholique belge, car c'est le chef du service financier du centre interdiocésain. Sa hiérarchie a bien voulu nous recevoir. C'est le secrétaire général de la conférence épiscopale en personne qui va nous répondre. Nous lui montrons nos éléments. Donc si l'explication du comptable est vraie, on est dans le cadre d'une infraction au droit comptable. Exact. Comment est-il possible que le chef du service financier du centre interdiocésain, qui fait la comptabilité, fasse des erreurs comptables aussi grossières? Il faudra voir si c'est exact. Oui, on l'a fait analyser vérifier par plusieurs experts. On ne voulait pas vous déranger avec des broutilles. Hein. Ouais. Si le but n'est pas de le donner aux pauvres, je suis d'accord avec vous que ça n'a pas de sens, que c'est pas juste. Donc, il y a deux problèmes. Le problème comptable et le problème, est-ce qu'on peut être si riche? Et donc, ben ça, je peux bien, il faut faire vérifier ce que notre comptable fait, si c'est vrai. Ça, c'est une chose. Deux, si l'argent est là pour le garder, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas notre sens d'église. Mais il faut, je crois qu'ils doivent l'investir pour l'aide sociale et l'aide aux pauvres. Je peux une fois demander si c'est vrai, s'ils le font, s'ils ont des projets, parce que je ne connais pas le Poverello de l'intérieur, je connais seulement le nom. Je n'ai rien à dire sur le Poverello, c'est une instance indépendante de l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Encore une impasse. On a fait une dernière tentative à Gand. Poverello vient tout juste d'y acheter une maison à 725 000 €. Et ça tombe bien, il y a une réunion d'information sur ce nouvel achat. À la sortie, nous voulons rencontrer le président. Et pour une fois, la chance est avec nous. La porte s'ouvre. C'est bien Johan Van Etveld. Il est juste là, à portée de micro. Bonjour Johan. Désolé d'être là. Nous avons des questions. Pourquoi n'a-t-on pas de réponse à des questions simples? Je ne veux pas apparaître sur la caméra. Oui, mais vous êtes le directeur. Vous devez donner des explications. Sur la situation financière de Poverello, il y a quelque chose qui ne colle pas. Tant que la caméra tourne, je ne dis rien. Et pourquoi pas? Quel est le problème avec la caméra? Je répondrai vendredi. Mais on est ici maintenant, Johan, avec des questions simples. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas pu vous préparer à cette question. Vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas capable d'y répondre ». On pose cette question depuis plus d'1 an. On trouve ça grave. Cet argent est un moyen pour aider les pauvres, alors que maintenant, on a l'impression que les pauvres sont un prétexte pour accumuler un capital et amasser. On doit pouvoir parler plus de ces chiffres. Ça doit être transparent. Ça a toujours été secret. Il y a tellement de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et qui resteront sans réponse. La porte se ferme pour les bénévoles inquiets, pour les journalistes, mais aussi parfois pour les pauvres. Au mois de septembre, on l'a vu de nos propres yeux. Une personne voulait juste prendre un repas. Bonjour. Goeiedag. Is het open? Nee, voor de mensen die hier logeren.
Alleen maar logeren. Omdat de stad niet wil dat men nu open doet. La ville de Bruxelles a démenti cette information. Malgré la pandémie, elle a toujours autorisé l'ouverture du Poverello. Pourtant, depuis plus d'1 an, l'accueil de jour dans les Marolles est fermé. Les portes fermées, c'est un peu le symbole de votre enquête. Depuis le tournage, David, avez-vous obtenu des réponses de la part de Poverello? Oui, Ophélie, nous avons reçu 2 courriers d'avocats nous spécifiant que les dirigeants de l'ASBL ne souhaitaient pas répondre à nos questions devant une caméra. Ils contestent également le fait que les factures de GSM auraient été payées à des membres de la famille du trésorier de l'ASBL. Du coup, nous leur avons demandé des preuves de ça. Ils parlent d'un achat groupé, de refacturation, mais nous n'avons rien pu observer qui accréditait leur version. Du coup, il reste une grande question, Ruben. Où sont ces fameux 14 millions d'euros? Depuis qu'on leur a demandé cette question, miraculeusement, l'argent est retourné en trésorerie. Et avant cela, ça veut dire quoi? Que l'argent, il était malgré tout quand même en banque ou il a été détourné? C'est une bonne question parce qu'on a essayé de comprendre où se trouvait vraiment cette créance. Donc cette créance, l'argent qui était ailleurs, que quelqu'un devait à Poverello, on n'a jamais eu de réponse. On a gratté partout, on leur a posé la question plusieurs fois et on n'a jamais eu une preuve de leur version des faits. Alors on parle quand même de montants conséquents. David, il n'y a pas une forme d'indécence aussi à évoquer de tels bénéfices par rapport à un secteur comme celui-là, celui de la pauvreté? C'est interpellant effectivement. Poverello est de très loin en Belgique l'association de lutte contre la pauvreté qui génère autant de bénéfices chaque année. On parle en moyenne de 900 000 €, c'est colossal. Elle est vraiment numéro 1, loin devant tout le monde. Et paradoxalement, on a constaté que ces services fournis aux plus démunis s'amenuisent avec le temps qui passe. Est-ce que vous avez justement trouvé des exemples concrets, Ruben? Oui, absolument. Dans certaines antennes, il y a des critères très stricts pour avoir accès à un repas. Par exemple, à Bruxelles, il faut avoir 50 ans et ils sont encore plus stricts pour obtenir un logement. Une femme, par exemple, à Bruxelles, ne peut pas avoir un logement chez Poverello. Une chose encore, David, dans cette enquête plane l'ombre de l'Église catholique belge. Quel est son rôle exactement? Chez Poverello, c'est un rôle indirect. L'Église fournit des services comptables à la SBL. Concrètement, le chef du service financier du centre interdiocésain passe une journée complète dans les locaux de Poverello, où il a son bureau, et fait la comptabilité. Alors, nous avons poussé l'enquête un peu plus loin et dans une autre ASBL que vous allez découvrir, on s'est rendu compte que les plus hauts dignitaires de l'Église catholique de Belgique jouaient là un rôle direct. L'économie du profit est idolâtrée au détriment des plus vulnérables. L'esprit nous tire de la peur et de l'insécurité et nous pousse à être solidaires, surtout avec les plus pauvres. Ah, comme je voudrais une église pauvre et pour les pauvres. Et per i poveri. Elle a toujours été à leur côté en parole, mais aussi dans les actes. C'est ici, à la cathédrale Saint-Michel et Gudule, que l'Église catholique belge a lancé un appel fort. C'était le 5 novembre 2006. Des milliers de fidèles sont rassemblés devant le cardinal Danels. Il prend un engagement ferme pour aider les pauvres. L'Église de Bruxelles va se préoccuper du logement social. Suite à cet appel du cardinal Danels, un nouveau projet de l'Église a vu le jour. Nom de code, le projet Bethléem. Il va transformer des biens d'église en logements sociaux. Depuis sa création, 75 habitations ont vu le jour. La gestion est confiée à des AIS, des agences immobilières sociales qui se chargent de percevoir les loyers. Au total, 700 personnes à revenus faibles ou moyens ont trouvé un toit grâce au projet Bethléem. Et ils ne comptent pas s'arrêter. Le dernier chantier en date, c'est celui du centre Raphaël. Ce bâtiment est immense. 6 étages et plus de 10 000 mètres carrés au cœur d'Anderlecht. C'est l'ancienne clinique Sainte-Anne.
L'église va y construire 52 logements sociaux, une crèche, une banque alimentaire et un restaurant social. Un projet de 10 millions d'euros. Mais à l'origine, cet immeuble ne lui appartenait pas. En juin dernier, au moment de notre tournage, il y a encore des résidents à l'intérieur, une vingtaine de personnes, majoritairement des sans-papiers. Le début du chantier est imminent, ils vont devoir quitter les lieux. Là, ils ont enlevé tous les portes. Ils viennent enlever les portes. Il y avait une dame qui était là. Ouais. Quand elle est partie, ils ont enlevé. Ils enlèvent tous les portes. S'ils vont dégager quelqu'un, enlève les portes. Regardez, tout ça, ils ont enlevé ça pour montrer aux gens que ce n'est plus bon. Mais c'est du sabotage, parce qu'il y a des gens qui vivent là. Ils devaient attendre qu'on quitte d'abord pour pouvoir faire vraiment ces trucs-là. Mais tous ces trucs que vous voyez là, c'est eux qui ont creusé ça. Ils ont amené des ouvriers ici. Ils voulaient commencer les travaux sans que nous soyons relogés. Ils pensent qu'à nous faire dégager. Et c'est pas normal. C'est pas humain quand même. Ce bâtiment, c'était celui du centre Raphaël. Marc De Smet a connu les débuts de cette ASBL. Il en était un peu le concierge. Et jusqu'à aujourd'hui, il vivait ici. De tous les pays, on venait ici, de toutes les cultures, et ça marchait bien. Depuis 1994, ce centre hébergeait des personnes précarisées. Raphaël a accueilli plus de 300 résidents. Ça, c'est Reginald ici. Reginald Rauns, c'était le fondateur. Ce père avait obtenu le bâtiment pour un prix dérisoire. Une congrégation religieuse française lui avait cédé à la condition de l'utiliser pour les pauvres. À sa mort, en 2011, Herman Coseins devient le nouveau président de la SBL. À l'époque, il vient d'être fraîchement nommé secrétaire général de la conférence épiscopale. Pour Marc De Smet, la prise de pouvoir de cet homme influent au sein de l'Église va tout changer. On ne peut pas être d'accord que, comme Herman Coseins a dit, maintenant on ferme tout ça, c'est le passé. Ça, on ne va jamais être d'accord avec ça, jamais. Ce n'est plus l'être humain qui compte, mais c'est une brique qui compte. Et tout est permis. Ils ont tout permis. Que je te dis, des gens ont vécu des années dans les moisissures, jusqu'à avoir des moisissures dans le sang. Nous avons pourri ici avec le bâtiment, qui pourrissait aussi, ensemble. On a pourri ensemble ici. Et c'est ça qui est inhumain. Et c'est pour ça que c'est scandaleux, ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir le bâtiment. Les propos sont forts. L'Église aurait fait main basse sur le bâtiment de la SBL Raphaël. Un document confirme cette hypothèse. C'est un acte notarié. Le 23 avril 2021, Herman Coseins fait don du bâtiment. Le bien est estimé à plus de 3 millions d'euros. Il sera cédé gratuitement à l'Église catholique belge. Elle est représentée par Patrick Dubois, l'administrateur délégué de l'archevêché Malines-Bruxelles. Cette transaction va avoir des conséquences directes. De nombreux sans-papiers vivaient gratuitement au centre Raphaël. Les futurs logements sociaux de l'Église seront payants. Sans revenus, ils n'y auront plus accès. Vous êtes chrétien? Ça vous fait quoi d'être mis dehors par l'Église? Ça me rend tellement triste. Parce que j'ai quitté mon pays pour améliorer ma vie. Quand tout ça s'est passé, c'est comme si tout mon corps et mon esprit s'effondraient. Je me disais, que va-t-il arriver? Où vais-je encore repartir à zéro? Je n'aurais jamais cru que quelqu'un qui se prétend être un homme de Dieu puisse faire ça à un être humain. Herman Coseins est dans les affaires, quoi. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait eu l'audace de voler un bâtiment comme ça et de mettre ça sur leur nom. Il faut avoir un culot terrible pour faire ça. De toute façon, c'est pas intelligent parce que ça va pas aider aux bonnes images de l'Église. Sûrement pas. Un président d'une ASBL qui travaille aussi pour l'Église et qui lui cède un bâtiment
Ça ressemble à un conflit d'intérêts. En 2016, la commune dit vous avez permis pour 24 appartements. Et il n'est pas possible de mettre 300 personnes dans l'appartement. C'est ça, c'est à cause de la commune qu'on a dû rénover. La commune nous a obligés de rénover. De mettre en conformité. Et donc ça supposait effectivement qu'il fallait vider le bâtiment. Non, la réalité, c'est maintenant que vous êtes le propriétaire d'un bâtiment qui, par l'acte notarié, était estimé à 3 millions d'euros. Oui. Je ne comprends pas. Ben pourquoi ces transferts alors? Parce qu'on n'a pas l'argent pour rénover, donc il faut l'emprunter. Oui. Donc, il faut emprunter tout l'argent pour la rénovation et pour pouvoir faire un emprunt à la banque, il faut une garantie et l'HEVC seul pouvait dans nos connaissances, qui voulait le faire. C'est pas un conflit d'intérêts alors? Parce que vous êtes dans les deux associations? Je ne suis pas dans l'HEVC. Oui, mais vous travaillez pour l'Église. Et vous aussi. Oui. Ben, je ne comprends pas. L'HEVC et les ASBL Raphaël, il n'y a personne qui est dans les deux. Personne. Personne. Ouais. Personne. Ouais, mais bon, c'est quand même la même église, non? Non, enfin c'est la même église, mais vous ne comprenez pas. Le Vatican, c'est aussi l'église catholique. Oui, évidemment, je ne suis pas propriétaire du Vatican. C'est le principe de l'accueil. Le porte-parole de l'église, Tommy Scholtes, est là pour encadrer la communication d'Herman Cozaens. Il va intervenir. Institutionnellement, du point de vue de la situation de Herman Cozaens, il n'est pas dans l'ASBL Archevêché Malines-Bruxelles. Il faut être très clair. Pas de conflit d'intérêt du tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, bien sûr. Pas du tout. Bon, c'est vrai, tout ça est un peu compliqué. Alors on va tenter d'y voir plus clair. On reprend. Le président de l'ASBL Raphaël, c'est Monseigneur Herman Cozaens. Marie-Françoise Bovroul fait aussi partie du conseil d'administration. L'ASBL Raphaël va donc donner gratuitement un bâtiment de 3 millions d'euros à l'archevêché de Malines-Bruxelles, dont l'administrateur délégué est Patrick Dubois. Au milieu de ces deux ASBL, il y a le projet Bethléem. Vous vous souvenez? C'est l'association qui met les acteurs en contact et crée la dynamique du logement social pour l'Église. Et dans Bethléem, on retrouve, tiens, Patrick Dubois, Herman Cozaens et la coordinatrice Marie-Françoise Bovroul. Enfin, le grand patron de l'archevêché, c'est le cardinal Joseph de Kessel. Et Joseph de Kessel, c'est aussi le président de la conférence épiscopale, le lieu où tous les évêques se réunissent. Et en dessous de lui, il y a un secrétaire général. Et oui, Herman Cozaens. Au final, c'est un peu comme s'il avait donné un bâtiment à l'organisation de son chef. On a montré toutes ces structures et les rôles de chaque acteur à un avocat spécialisé. Son analyse sur le don du bâtiment est bien différente de celle de l'Église. On constate qu'il y a des liens, et donc on peut considérer, me semble-t-il, qu'il y avait conflit d'intérêts. Et donc ils auraient dû, au moment de l'opération, à tout le moins signaler qu'il y avait ce problème potentiel de conflit d'intérêts, voire effectif de conflit d'intérêts, le signaler par écrit au niveau du PV, se déporter pour les délibérations ainsi que pour le vote. Le problème étant quand même que la valeur de l'immeuble est très très importante par rapport au patrimoine de l'ASBL, donc un vrai appauvrissement de l'ASBL. L'ASBL Raphaël s'est-elle réellement appauvrie sous l'ère d'Herman Cozaens? On repart dans les comptes annuels. On ne va pas vous noyer dans les chiffres. Prenons une seule donnée, les fonds propres. C'est la richesse nette de l'association. En 2011, au moment de la prise de pouvoir d'Herman Cozaens, l'ASBL affiche des fonds propres positifs de 161 000 euros. 9 ans plus tard, la donne a complètement changé. Ce qui est frappant, c'est de voir que les fonds propres qui étaient positifs de l'ordre de 160 000 euros, 150 000 euros, sont devenus maintenant, en 2019, négatifs de 280 000 euros en valeur arrondie. Donc, depuis la prise de présidence d'Herman Cozaens, la situation financière de cette ASBL s'est appauvrie? Elle s'est appauvrie, certainement, puisqu'on passe de fonds propres positifs à des fonds propres négatifs. Alors, on sait aujourd'hui que cette ASBL a cédé gratuitement son bâtiment à l'archevêché Malines-Bruxelles. Est-ce que ça aussi, c'est un signe d'un appauvrissement de cette association? Ah, clairement, parce que cet immeuble, c'était, je dirais, probablement son principal actif. Et son actif qui lui permettait d'exercer son activité. À partir du moment où son actif a quitté son patrimoine, elle n'aura plus d'activité. On a poussé l'investigation plus loin.
Au greffe du tribunal, on va se procurer les comptes détaillés de la SBL Raphaël. Et on y a vu des dépenses étonnantes. En 2018, on a trouvé un montant de plus de 126 000 €, inscrit comme frais d'avocat. Quand on a montré ce document à Herman Cousins, ça représente quoi? On a senti un grand malaise, car il va confondre ce montant avec un autre. C'est une erreur. C'est une erreur? Oui. Une erreur tellement grande dans les Une erreur. C'est une créance qu'on a substituée et qu'on est en train de rembourser. Oui. Une créance à qui? Vous pouvez expliquer la créance? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois pas que c'est une créance à une personne. Oui, c'est... C'était une personne qui était dans les difficultés, qu'on voulait vendre la maison, la banque, et on a payé la banque. Et maintenant, elle retourne, et quand le divorce sera prononcé, elle nous rembourse l'argent. Ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est membre du conseil d'administration. Et c'est dans les missions et les statuts, l'objet social de l'association de faire ce type de prêt. Oui. 125 000 €, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui, c'est exceptionnel, évidemment, ça c'est vrai. Mais dans les mois prochains, le divorce sera prononcé, elle pourra faire un emprunt à la banque et ils vont rembourser ça. Vous utilisez un ASBL pour les plus démunis pour faire un prêt à vos amis? Non. Non. Oui, bah, si, on a fait un emprunt qu'on va rembourser. On n'emploie pas un euro des pauvres, hein. Non, pas un euro. Hein. Et vous savez à qui la SBL Raphaël a emprunté plus de 125 000 €? À l'archevêché Malines Bruxelles. Le grand financier de l'église Patrick Dubois nous l'a confirmé par mail. Il s'agit d'un prêt de soudure à une personne extrêmement dévouée. Vous êtes en instance de divorce? Vous risquez de perdre votre maison? Pas de problème. L'église est là et vous finance. Le problème, c'est le montant du prêt accordé. Cet administrateur, c'est Anne Hidalgo. Elle n'en est pas à son coup d'essai. En 2017, elle a déjà reçu 27 000 € de la SBL. Avec ce nouveau prêt, la somme dépasse les 150 000 €. C'est 3/4 des ressources de l'association. On a un administrateur qui semble s'enrichir, ou en tout cas qui semble bénéficier d'un avantage important puisqu'il a un prêt. Tous ces éléments-là font partie de problèmes qui peuvent être identifiés, qui peuvent éventuellement devenir de l'abus de biens sociaux de la SBL. Là, éventuellement, on pourrait se retrouver dans le cadre d'une infraction pénale. C'est un faisceau d'indices important et interpellant. Annie Dago est une ancienne résidente du centre Raphaël. Elle a gravi progressivement les échelons de la SBL, passant de trésorière à administratrice déléguée en 2017. Elle gère le quotidien des résidents, mais aussi la banque alimentaire du centre. Des sans-papiers vont nous parler d'elle dans un témoignage troublant. Ils nous parlent d'abus de pouvoir et d'exploitation. Ils nous ont fait travailler des années comme des ânes. 48 heures sur 48, on travaille pour l'ASBL. La banque alimentaire, c'est tous les jours. Tu te lèves 5 heures du matin pour faire, comment dirais-je, le partage dans des paquets. Jusqu'à 8 heures, on commence la distribution. Jusqu'à 15 heures, on doit nettoyer tous les bâtiments là. Tous les jours. Même parfois la nuit, quand je dors, elle va m'appeler et me dire « Je veux que tu fasses quelque chose ». Et je n'ai pas le choix. Je dois y aller et le faire. On a travaillé, on a nettoyé. Parfois, Anne nous emmenait travailler pour des gens sans nous donner d'argent. Même la dame nous faisait travailler en dehors.
En dehors? En dehors du centre, on a travaillé en dehors du centre. Il est témoin. On a travaillé en dehors du centre. Et où ça? Alors, chez ses parents, des déménagements. Non. Elle prend la camionnette, elle nous amène. Et nous, on ne sait rien dire. On ne sait pas dire non, parce que chacun a peur d'être expulsé de ce centre. Tu vas aller où? On sans papier, sans travail. Quand on t'explique là, tu vas aller où? C'est ça le problème. Donc sous la menace de vous mettre dehors? Bien sûr. Ces deux témoignages sont concordants, mais il est difficile de les recouper. Nous avons pu vérifier certaines de leurs affirmations, comme les déménagements. En juin 2019, l'ambassade d'Islande est sur le point de quitter le numéro 11 du rond-point Schuman. Pendant 3 jours, des sans-papiers du centre Raphaël vont y travailler. Un assistant de l'ambassadeur confirme. Le centre Raphaël a été sollicité pour venir récupérer lui-même les meubles anciens, gratuitement, ce qu'ils ont effectivement fait. C'était un arrangement qui était très pratique pour chacun de nous. La quantité de mobilier était donc considérable, mais je ne suis pas en mesure de vous fournir les chiffres exacts. Jan Knockaert travaille pour Fair Work, une organisation spécialisée sur les droits des sans-papiers. Il va écouter attentivement nos témoignages. Ils nous ont fait travailler des années comme des ânes. 48 heures sur 48, on travaille pour l'ASBL. Est-ce qu'on peut parler d'exploitation et de travail illégal? Avec les éléments que j'ai ici, avec le fait que les gens ont une pression, une sorte de menace qui est une menace, certainement des gens faibles sans papier, qui vont être mis à la porte. Et aussi la manière comment monsieur le décrit, il est téléphoné, tu dois venir tout de suite, tu dois faire ça. Ce sont des ordres qui sont donnés. Hein. Pour eux, c'est clair que ce n'était pas de bénévolat. Ils parlent de travail, ils parlent du fait qu'ils ne sont jamais rémunérés. Donc, toutes des choses comme ça me semblent pousser l'histoire dans un sens très étrange et pour moi, pas du tout de bénévolat et juste de l'exploitation économique. Si une personne comme ça vient chez moi, fait son histoire, on va, s'il veut naturellement, on va lui assister de porter plainte chez l'inspection du travail. Les éléments sont assez graves. Pour moi, c'est clair que c'est du travail et donc voilà, c'est du travail illégal. Pendant plusieurs semaines, nous avons essayé d'obtenir une interview d'Anne Hidalgo. Elle a refusé notre demande et n'a plus répondu à nos appels. C'est juste là ? Nous allons tenter de la faire réagir. Après plusieurs recherches, nous apprenons que la banque alimentaire de Raphaël a été délocalisée dans un bâtiment de l'église. Et elle est là. Bonjour Madame Hidalgo, je me présente Emmanuel Morimont, journaliste à la RTBF. Je voulais voir s'il était possible de faire une interview sur votre travail avec les résidents de Raphaël. Ça j'ai refusé déjà, je vous ai renvoyé. Non mais pour les résidents, je pense que c'est important que vous puissiez réagir parce que... c'est fini. Je Pourquoi ne peux pas... Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Comment? Pourquoi est-ce que vous ne souhaitez Là, pas? maintenant, nous sommes en activité, nous sommes occupés pour l'instant. Mais est-ce que si dans 30 minutes... Vous êtes en train de nous filmer? Oui, on est en train de filmer. On a des questions qui vous concernent directement avec des accusations graves et donc un journaliste doit pouvoir faire un reportage équilibré et donc vous donner la possibilité de réagir à ces éléments. On a des résidents que nous avons rencontrés qui nous ont expliqué qu'ils travaillaient pour la banque alimentaire du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Est-ce que vous confirmez ça? Non, ça c'est pas... C'est pas vrai, vous niez? Donc, je pense que voilà, le travail qu'on fait, c'est vraiment du bénévolat. Donc, Vous trouvez que c'est du bénévolat de travailler 8 heures par jour? Non mais attendez, ils nous ont dit aussi que ils ont participé à des déménagements. Oh, pardon. Non mais c'est important que vous puissiez réagir dans ce reportage. Le silence, pour seule réponse. Nous revoyons un sans-papier pour lui demander plus d'éléments sur Anne Hidalgo. C'est dans les détails qu'un témoignage devient crédible. Dans son récit, un fait précis va attirer notre attention. Anne Hidalgo aurait fait signer des contrats d'assurance aux sans-papiers. Au début, c'était pas très clair pour nous que cette assurance était une assurance funéraire. Je ne sais pas comment Anne a pris cette décision. Donc, elle a appelé tout le monde et elle a dit voici une assurance. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Combien de personnes, vous pensez, ont reçu cette assurance obsèques? 15 à 18.
Ou peut-être plus. Tous ceux qui n'avaient pas encore de papier dans le bâtiment. Ils ont été obligés? Forcés? Comment ça s'est passé? Oui, oui. C'est comme si moi je venais près de vous en vous disant « Tu dois remplir ceci, tu dois signer ça, tu dois faire ça ». On n'a pas d'argent. Donc, comment veux-tu que nous payions les factures chaque mois? Quand tu apprends que c'est une assurance funéraire, tu vas voir Anne et tu lui dis « Tu dois arrêter cette assurance. Je ne veux pas continuer avec ça. Tu pries pour que nous mourions dans ce bâtiment? Parce que si tu ne pries pas, comment peux-tu nous amener une assurance obsèque? Si l'un d'entre nous meurt maintenant, tu vas être heureuse. Ça montre vraiment ce qu'on représente pour toi dans ton cœur. Même si tu ne le dis pas de ta propre bouche, tu le montres dans tes actes. » Ce témoignage est vrai. Le groupe Della confirme. Au total, 20 résidents de Raphaël ont signé une assurance obsèque. Nous avons obtenu une copie d'un des contrats. En bas, la signature du sous-agent d'assurance, c'est bien Anne Hidalgo. Il y a eu 4 versements, mais pas par le sans-papier. Qui a payé? D'où vient l'argent? On a attendu pendant 3 heures qu'Anne Hidalgo sorte du bâtiment de l'église. Pardon, excusez-moi de revenir vers vous, mais on a vraiment des questions très importantes. Les résidents nous ont dit que vous leur avez fait signer des contrats d'assurance obsèques Della. On a eu la confirmation pas Della. Est-ce que c'est normal de faire signer des contrats d'assurance à des sans-papiers? Pardon madame, je pense que c'est important que vous puissiez réagir. Ces personnes nous ont dit qu'elles travaillaient tous les jours, 8 heures par jour. On parle ici de travail illégal et donc ce sont des accusations graves. Vous devriez pouvoir en répondre dans une interview en bonne et due forme. Herman Cousins, le président de Raphaël, a nié formellement le travail forcé des sans-papiers. Vous croyez vraiment que vous avez traité les gens de façon évangélique? J'en suis convaincu. Moi aussi. En tout cas, vraiment, oui. Si vous sauriez tout ce qu'on a fait, vous ne poserez même pas la question. Merci. Mais dites-le. Ouais, tout ce que... Le fondement de ce que vous dites, c'est assez ahurissant parce que ah oui, je sais, oh oui, ça va. Mais je veux dire, tout le travail social qui a été fait. Ce sont des documents, ce sont des témoignages. Ah on oui, fait notre bien travail sûr. de journaliste. C'est bien, alors c'est bien. C'est à vous. Nous avons trouvé une trace de ce travail social. En 2020, Marie-France Bovroul lance un appel sur le web pour reloger les sans-papiers de Raphaël. Outre la qualité humaine de ces personnes, elles peuvent aussi être très utiles et peuvent faire le ménage, travailler dans le jardin, faire les courses, cuisiner, faire de la blanchisserie. Être sans papier ne signifie pas ne rien savoir ou vouloir faire. Le 9 août 2021, les travaux de rénovation du centre Raphaël ont commencé. Les derniers sans-papiers sont partis. Plus de 300 personnes ont vécu ici. Elles ont dû trouver un autre toit. Le centre Raphaël n'est plus leur maison. Alors on vient de le voir, tous les résidents ont quitté le centre Raphaël. Alors Manu, les a-t-on aidés à se reloger ? 2 ans avant la rénovation, la SBL Raphaël a mis en place une aide au relogement de certains des résidents. On sait qu'elle a contribué à reloger directement une 20aine de personnes. Pour le reste, ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont les services sociaux de Kuregem, le CPS, le syndicat des locataires qui se sont penchés sur le cas des résidents de Raphaël. Mais on sait que bon nombre d'entre eux ont dû se débrouiller par leurs propres moyens pour retrouver un logement. Alors les sans-papiers qui vivaient là, ont-ils la garantie de pouvoir y retourner, Ruben, après la rénovation ? Non, absolument pas. Donc il n'y a aucune garantie. Parce que les 52 logements qu'ils vont construire seront gérés par une AIS, une agence immobilière sociale. Et pour avoir accès à un tel appartement, il faut avoir un revenu. C'est quand même ça étonnant que ça s'adresse à des gens qui ont déjà un revenu.
Oui, en fait, il s'adresse à des pauvres moins pauvres, disons, par rapport à Raphaël. Ils ont quand même promis de faire quelques appartements de transit pour des sans-papiers, mais ça ne sera absolument pas pour tout le monde qui était dans Raphaël, parce qu'il y avait plus ou moins 100 personnes sans papier. Alors Manu, on le voit aussi dans cette enquête, les faits reprochés à l'administratrice de Raphaël. Vous avez d'autres exemples, d'autres témoignages? C'était la grande difficulté de l'enquête, c'est de pouvoir étayer ces témoignages par des preuves. On avait 2 témoignages concordants et pas plus tard que la semaine passée, on a pu en obtenir un 3e qui confirme les heures, la régularité du travail, et cette personne a aussi signé un contrat d'assurance d'ELA. Donc ce sont tous des petits éléments accumulés qu'on a pu recouper en partie qui nous font dire que ces témoignages semblent crédibles. Du coup, les téléspectateurs se posent certainement la question à la maison, est-ce qu'il faut encore donner à ce genre d'association? Absolument, parce que les besoins sur le terrain sont énormes et la plupart des associations qui luttent contre la pauvreté font un travail excellent et fonctionnent de façon transparente. Donc il faut juste bien vérifier à qui on donne. Merci en tout cas à tous les deux pour cette enquête réalisée avec le fonds Pascal De Croze, le fonds flamand pour le journalisme d'investigation.